BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission BFM Crypto, le club. On va répondre à vos questions aujourd'hui entre 15h et 15h30. Les questions que vous nous avez envoyées sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Je suis aujourd'hui avec Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Pour répondre précisément à ces questions, que ce soit des questions de succession, des questions techniques, des questions de choix d'investissement, tout simplement, toutes ces questions nous intéresse, crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, on vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Allez, c'est parti. On va commencer par un doute, une question qu'on entend très souvent dans la communauté crypto. C'est Arnaud qui la pose, Morgane. Le Bitcoin était à 1 euro en 2011. C'est vrai, c'était 2-3 ans après son lancement. Est-ce trop tard aujourd'hui, sous-entendu, pour entrer dans le Bitcoin? Complètement. En fait, la première fois qu'il y a eu un échange réel de Bitcoin, en termes de prix, c'était en 2009, donc l'année de la création du Bitcoin. Et c'était pour 1 $, on avait 1300 Bitcoins. Donc quand on pense au prix aujourd'hui du Bitcoin, c'est incroyable. Et il a dépassé le seuil de l'euro, du dollar symbolique en 2011. C'était en avril 2011, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, il a dépassé les 10 $. Et aujourd'hui, on sait le prix du Bitcoin actuel. Moi, la question que je me pose, et la question que devrait se poser cet auditeur, c'est est-ce que depuis ces 16 ans d'existence, le Bitcoin a prouvé sa solidité, sa résilience, et puis aussi son adoption? Eh bien oui. La réponse, elle est clairement oui. Donc la question que je poserai à cet auditeur, c'est est-ce que Bitcoin sera un prix inférieur en 2030, 2035, peut-être même 2040? La probabilité, elle est quand même extrêmement basse. Parce que tous les 4 ans, Bitcoin nous a prouvé que c'était un actif de valeur qui prenait petit à petit de la valeur parce qu'il y a une adoption qui est grandissante. Et c'est ça qui est magique avec Bitcoin, c'est que l'adoption, elle explose complètement. On avait parlé d'Harvard qui investissait dans Bitcoin, donc on a des institutionnels de prestige, on a des banques, on a aujourd'hui des sociétés qui sont cotées en bourse qui s'intéressent à Bitcoin, et l'offre est limitée de Bitcoin, je le rappelle. La rareté. 21 millions. Donc l'offre et la demande feront que Bitcoin est un actif d'avenir, donc ça vaut toujours le coup d'acheter du Bitcoin actuellement. Alors c'est vrai qu'on a souvent cette question. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'a aussi bien quand Bitcoin est à 126 000 $ comme il était au début du mois d'octobre dernier, et que quand ça redescend à 80 000 $, effectivement, comme il y a quelques jours. En tout cas, c'est intéressant toujours de poser la question. Et Morgane vous a dit plusieurs fois aussi que le moment de rentrer, soit vous attendez qu'il soit très bas, soit surtout vous allez en DCA. Et là, vous ne vous posez pas la question des cours. Il n'est jamais trop tard. C'est notre principe dans cette émission, Arnaud. Olivier nous demande, existe-t-il des solutions permettant de faire du rendement avec le Bitcoin? Existe-t-il des solutions Earn, Staking, Yield ou autres? Ou solutions centralisées ou non? Morgane. C'est une très bonne question. Elle me permet de parler de différents axes qui, pour moi, sont essentiels quand on démarre dans cet écosystème. Le premier, c'est est-ce qu'on peut faire du stacking sur Bitcoin? Parce qu'on pense souvent au stacking quand on parle de rendement. La réponse, elle est non. Mais je vais expliquer pourquoi. Le Bitcoin, il faut se rendre compte que c'est une blockchain, la toute première, en tout cas, qui a été utilisée via Bitcoin, et puis ensuite, il y en a eu d'autres. Mais il faut se rendre compte que Bitcoin, c'est une autoroute. C'est un réseau à part. C'est son propre écosystème. Et puis ensuite, on a par exemple la blockchain d'Ethereum avec sa crypto Ether qui est un autre réseau, un autre écosystème. Comme on est sur un écosystème qui est décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un CEO, il n'y a pas un directeur, il n'y a pas une autorité centrale qui va prendre la décision pour l'ensemble. Mais comment est-ce qu'on arrive à un consensus ? Puisqu'on est sur un écosystème décentralisé. Chaque blockchain a en fait un mode de consensus qui va permettre de se mettre d'accord tout simplement sur la blockchain. Et le mode de consensus sur Bitcoin, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, c'est la preuve de travail. Donc c'est les petits mineurs qui sont en compétition les uns contre les autres et qui vont chercher à gagner leur bloc, qui vont chercher en fait à gagner du Bitcoin. Par exemple, sur Ethereum, et j'aime bien utiliser cet exemple-là parce que Ethereum est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu via l'événement de Demerge. Donc, la preuve d'enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est un autre mode de consensus qui permet en fait, quand j'ai des cryptos, de les mettre en enjeu et je vais pouvoir valider en fait sur la blockchain et sécuriser la blockchain de manière générale. Donc, sur Bitcoin, on a une preuve de travail avec des mineurs et par exemple, sur Ethereum, on va avoir des validateurs. Alors, pour être validateur, il faut quand même 32 Ethereum. Donc, la plupart des gens vont déléguer une partie de leur Ethereum à un validateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai une blockchain qui fonctionne en preuve d'enjeu,
ça veut dire que je peux faire du stacking. Donc pour répondre à la question de notre auditeur, est-ce qu'on peut faire du stacking sur Bitcoin? Malheureusement non, puisque Bitcoin fonctionne avec la preuve de travail et pas avec cette fameuse preuve d'enjeu. Et alors au niveau du rendement qu'on peut espérer, pour ceux que ça intéresse, sur Ethereum, on peut gagner de 1 à 3% par an. Et sur, par exemple, une blockchain comme Solana, on peut aller jusqu'à 7%. Et une blockchain comme Cosmos Atom, là, on pouvait aller jusqu'à 21%. Alors attention, ce sont des rendements annuels et ça va être au prorata du temps que vous laissez vos cryptos en enjeu. Donc chaque blockchain, elle a vraiment ses propres règles. Et ça, c'est important de le savoir. Donc non, pas de stacking malheureusement sur Bitcoin. Par contre, est-ce qu'on peut faire travailler quand même son Bitcoin? La réponse, elle est oui. Alors, il y a deux voies. Il y a la voie de la centralisation et la voie de la décentralisation. Souvent, les débutants, ils vont prendre la voie de la centralisation. C'est-à-dire qu'on va aller, par exemple, sur Binance. Donc, il y a Binance Earn, Kraken Earn ou encore Nexo. Nexo, on peut générer jusqu'à du 7% sur son Bitcoin. Alors, on va prendre plus de risques pour aller chercher, en fait, plus de récompenses. Mais le risque est réel. Et quel est le risque? Binance Earn et Kraken Earn, on a quand même connu FTX dans le passé, c'est-à-dire la fermeture du jour au lendemain. Et pour Nexo, on a quand même aussi connu Celsius qui a fermé du jour au lendemain. Donc attention, vous dépendez en fait ici d'une entité centralisée, d'une entreprise. Et ça, il faut quand même en avoir conscience. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire travailler votre Bitcoin pour vous et vous allez toucher une partie du rendement. Ensuite, la voie de la décentralisation qui peut être un petit peu plus intéressante si on va rester propriétaire de ces bitcoins du début à la fin. Là, on va plutôt être dans ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée. Et vous avez des protocoles comme par exemple AAV, qui est le leader pour les prêts et emprunts, borrowing lending, ou encore par exemple Curve, qui va vous permettre de générer du yield. Les questions que vous devez vous poser de nouveau, quels sont les risques? Les risques, c'est que quand on est dans la DeFi, en fait, on va interagir avec des smart contracts. Les smart contracts, je le rappelle, c'est des contrats intelligents qui ne nécessitent pas les parties au contrat pour se résoudre. Donc, c'est super, mais il peut y avoir une faille. Le smart contract peut être mal écrit. Est-ce que vous avez les capacités d'aller vérifier que le smart contract est bien fait et qu'il n'y a aucun souci? La plupart du temps, la réponse va quand même être non. Et puis au niveau du yield, j'en ai parlé avec un Bitcoin maximaliste, Théo Mogenet de Bull Bitcoin, et il me disait oui, mais le yield qui vient du Bitcoin, d'où est-ce qu'il provient exactement? Est-ce que vous avez la capacité, je m'adresse du coup à l'auditeur, de vérifier d'où vient le yield qu'on va vous donner? Parce que ça, c'est quand même important aussi. Et puis ensuite, on parle de finances décentralisées. Est-ce que je suis capable d'utiliser mon Bitcoin dans l'univers de la DeFi? De nouveau, on revient à ce que je viens d'expliquer un petit peu plus tôt. L'univers de la DeFi, il a été développé non pas sur Bitcoin, qui est là depuis 2009, mais sur Ethereum, qui est arrivé des années après. C'est grâce à l'émergence d'Ethereum qu'on a la DeFi qui est arrivée, les applications décentralisées, les NFT. Et donc, en fait, finalement, quand on est sur le monde de la DeFi, la plupart du temps, on est sur la blockchain d'Ethereum. Et est-ce que les blockchains permettent une communication des cryptos directement? La réponse est non. Donc, en fait, vous n'allez même pas utiliser directement votre Bitcoin natif. Vous allez devoir convertir votre Bitcoin pour le wrap Bitcoin. Donc, c'est WBTC. Et c'est en fait une couche qui va venir enrober votre Bitcoin et qui va être de l'ERC20, ce qui va vous permettre d'utiliser après le réseau Ethereum. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, c'est pas du Bitcoin natif qu'on utilise dans ces protocoles-là, notamment sur AAV, si on veut faire du prêt et emprunt et donc faire travailler son Bitcoin. Maintenant, posséder du Bitcoin en soi, c'est déjà s'exposer potentiellement à un rendement qui est très intéressant. Peut-être que simplement garder votre Bitcoin dans un portefeuille en self-custody, vous êtes souverain et souveraine de vos actifs, il ne peut rien arriver à votre Bitcoin. Donc ça peut être aussi la stratégie un petit peu la plus sage, puisque vous prenez beaucoup moins de risques. Mais si un auditeur nous écoute et qu'il a quand même envie d'aller chercher plus de rendement, je vais lui conseiller une plateforme qui est BTC Friendly. C'est la seule plateforme, à ma connaissance, qui fait à la fois de la DeFi, mais qui respecte quand même le consensus de Satoshi Nakamoto, en tout cas qui est plus proche de l'idée initiale de Bitcoin, et c'est Sovereign. Sovereign, c'est une plateforme de DeFi qui a été développée sur une sidechain, donc c'est une chaîne qui est juste à côté de Bitcoin, mais on est toujours quand même dans l'écosystème de Bitcoin, qui s'appelle Rootstock, et elle permet également d'être compatible avec l'EVM. Donc c'est la virtual machine d'Ethereum. Donc vous avez un peu le meilleur des deux mondes. On est dans le monde de la DeFi, mais en même temps, on reste quand même très proche de l'écosystème de Bitcoin. Ça peut être une bonne option pour notre auditeur. Elle sait tout, Olivier. Il faut simplement demander aux bonnes personnes les explications de Morgane, effectivement. Et comme ce qu'on vous dit régulièrement dans cette émission, connaissez-vous en tant qu'investisseur et surtout renseignez-vous avant de faire la moindre action dans les cryptos. Sandy nous demande, Morgane, paie-t-on des frais pour acheter des cryptos et les envoyer ?
Oui, non seulement on va payer des frais à l'achat, ce qui paraît logique, parce qu'en fait, la plupart du temps, on va aller sur des plateformes. Les plateformes qui permettent l'achat, elles sont rémunérées pour leurs services. Donc, vous allez payer des frais qui sont des frais fixes. Ça, c'est l'avantage. Et je pense même que ça peut être un critère, quand vous avez plusieurs plateformes qui vous intéressent, de vérifier les frais qui vont être appliqués sur l'achat que vous allez faire quand vous allez échanger vos euros contre des cryptos. Et ensuite, vous allez payer d'autres frais qui n'ont absolument rien à voir avec les frais d'achat. Et là, c'est des frais que vous allez payer directement sur la blockchain, dépendant évidemment de la blockchain que vous allez utiliser. Par exemple, sur Bitcoin, on va payer ce qu'on appelle des frais de minage. Parce qu'en fait, les frais de transaction, si je vous envoie du Bitcoin, par exemple, Sandra, eh bien, la transaction va se retrouver dans un bloc, mais je vais devoir payer. Je paye qui ? Je paye le mineur, en fait. Donc ça, c'est une forme de frais. Et puis, vous avez les frais sur Ethereum, qui sont plutôt des frais de gaz. Et ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est qu'on a le choix. Par exemple, quand j'envoie une transaction de mon portefeuille vers un autre portefeuille, vers un exchange, j'ai le choix de la rapidité de la transaction. Si je veux qu'elle soit très rapide, je vais payer plus cher que si je veux que la transaction soit un peu plus lente. Donc sur Ethereum, voilà, on a un choix selon la rapidité de la transaction. Et puis petite astuce, parce que quand on a des montées assez intéressantes sur l'écosystème, les frais peuvent exploser. Sur Ethereum, même si vous envoyez 10 euros, 50 euros ou 100 euros, parfois la transaction elle-même peut vous coûter 100 ou 200 dollars. Donc il faut faire attention. Et si vous avez l'impression que vous allez payer un petit peu trop cher, ma recommandation, c'est d'attendre le lendemain, d'attendre peut-être une heure ou peut-être le dimanche matin, quand un petit peu moins de personnes vont chercher à faire la même opération que vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne paye pas des frais au prorata de ce qu'on envoie. On peut envoyer 1 million, 100 000 euros ou 10 euros, on va payer les mêmes frais. Par contre, ce qui va déterminer les frais qu'on va payer, c'est la saturation du réseau. Au plus le réseau est utilisé, au plus ça va coûter cher de faire votre transaction. Oui, intéressant. Pour compléter, et c'est une question assez générique, il y a Olivia qui vous demande quelle erreur peut coûter cher quand on démarre dans la crypto ? Je pense qu'on l'a déjà dit sur ce plateau, mais je vais le redire, c'est ne pas se former. Je veux dire, c'est une réalité. On rentre dans un nouveau monde. Il y a un nouveau champ lexical, il y a des nouveaux concepts, il y a beaucoup d'anglicismes. On parle de technologie, on parle d'investissement. C'est très complexe de s'y retrouver quand on est un débutant. Donc vraiment, se former, ça va permettre déjà de ne pas tomber dans les pièges de débutants. Ça va permettre de réaliser quand quelqu'un cherche à vous manipuler. Il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'escroqueries. Il faut être extrêmement prudent. Et la seule arme que l'on a, c'est notre connaissance. Et donc, dans cet écosystème, se former, c'est capital. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui est motivé, qui a envie de comprendre ce secteur, il peut aujourd'hui trouver les informations. Après, il y a des bonnes informations, il y a des moins bonnes informations. Est-ce que quelqu'un est payé pour vous parler de quelque chose ? Est-ce que quelqu'un a quand même envie de vous parler du projet, mais il est quand même aussi payé, ou quelqu'un vous en parle parce qu'il a vraiment envie de vous en parler ? C'est vrai que ça, c'est peut-être un petit peu le discernement qui doit rentrer ici en ligne de compte pour les auditeurs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible de comprendre ce secteur et il ne faut pas être trop technique. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Les gens pensent que je sais lire des smart contrats. Je ne suis pas codeuse. Non, je ne sais pas lire des smart contrats. Par contre, je sais ce que c'est un contrat intelligent et je sais quel est son rôle dans la blockchain. Et ça me permet d'avoir un recul et d'avoir un regard qui est effectivement beaucoup plus affûté qu'un débutant. Donc, vous ne devez pas tout connaître, mais vous devez connaître les bases essentielles et c'est ça qui va vous protéger. C'est votre méconnaissance qui peut vous porter défaut dans cet écosystème. Exactement. Faites quand même attention dans ces cas-là au timing, à qui vous envoie cela. Et c'est dans le timing qu'on voit que finalement, quel est l'intérêt de cette opération. Ginger nous pose une question un petit peu longue, je vous la lis. Novice dans le monde de la crypto, je viens de me rendre compte dans un de mes spams que je possédais un compte dans une plateforme de services financiers crypto basée à l'étranger. J'avais ce compte depuis longtemps, 2022, et j'avais zappé son existence. Je ne l'ai jamais utilisé, 0 € dessus, pas de versement, pas de transaction. J'ai entendu dans une de vos émissions qu'il fallait absolument déclarer tous les comptes détenus à l'étranger au risque de payer une amende rétroactive pour non-déclaration. Cela m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, première question, et qu'est-ce que je risque auprès de l'administration fiscale ? Morgane. Oui. Alors, dans ce cas-ci, ce que notre auditrice Ginger aurait dû faire, et en fait, beaucoup de gens ouvrent des comptes à l'étranger et oublient, c'est très commun. Il faut déclarer. En fait, la simple possession d'un compte à l'étranger nécessite une déclaration, peu importe qu'il n'y ait pas d'argent qui est versé dessus, peu importe que vous n'ayez aucune utilisation de ce compte ou que vous l'ayez oublié, malheureusement, il faut le déclarer. Et ça, on se base sur la loi et l'article 1649 bis C du Code général des impôts, donc c'est vraiment une obligation. Et puis, comment est-ce qu'on déclare ? En fait, on va remplir un formulaire, c'est le formulaire 3916 bis qu'il faut rentrer, et ce, chaque année, par compte que l'on a ouvert. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Là, on a une amende jusqu'à 750 € par an par compte non déclaré. Ça, c'est la théorie.
En fait, dans la réalité, ce qui va se passer probablement pour notre auditrice, et elle a quand même de la chance, c'est qu'il y aura le droit à l'erreur qui va rentrer en ligne de compte. Parce que premièrement, elle va avoir une réaction qui est spontanée. Et je vais lui donner 2 conseils très pratiques qu'elle peut utiliser pour prouver justement sa réaction. Et puis ensuite, il n'y a pas d'argent sur le compte. Donc en fait, il n'y a pas d'impôt éludé. À partir de ce moment-là, il y a une bienveillance, a priori, de l'administration fiscale qui devrait rentrer en ligne de compte. Oui, parce qu'il n'y a pas eu une intention de frauder le fisc. Exactement. Et j'ai parlé avec le cabinet Hashtag à Paris et ils m'ont donné 2 conseils pour notre auditrice. Premièrement, c'est de déclarer dans sa prochaine déclaration le compte avec une ouverture qui a été faite en 2022. Deuxièmement, c'est d'envoyer un message et d'expliquer l'oubli et puis surtout le fait qu'il n'y a pas 1 euro qui est sur ce compte. Alors elle peut le faire via son espace impôt.gouv.fr et elle explique la situation. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre de prouver quelque chose qui est essentiel dans ce genre de cas. En droit, c'est la bonne foi. À partir du moment où on montre qu'on est de bonne foi et puis qu'il n'y a pas d'impôt éludé parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte, alors le risque d'un contrôle fiscal n'est pas nul, mais il devient extrêmement faible dans ce cas-ci. Et puis pourquoi ce serait une bonne idée de le faire maintenant pour notre auditrice ? Je rappelle que la DAC 8 va rentrer en vigueur le 1er janvier. Exactement, donc ce règlement européen. Donc de toute façon, toutes nos opérations sur les plateformes vont être transmises à notre autorité fiscale du pays de résidence où on est, en tant qu'Européen. Donc c'est une bonne idée de se mettre quand même en règle. Et puis surtout, et ça c'est la dernière recommandation pour notre auditrice, si elle n'utilise pas ce compte, à partir du moment où il y a une obligation de déclarer chaque année qu'elle a la possession de ce compte, peut-être qu'elle pourrait simplement le fermer. Oui, exactement. C'est une bonne remarque, Morgane, de le dire comme ça. Voilà pour la réponse à Ginger. Quoi qu'il arrive, avec l'administration fiscale, avec l'intelligence artificielle, avec les réglementations qui avancent, il vaut mieux jouer franc jeu. On le sait et on le dit souvent dans cette émission. Sylvie vous demande comment faire mon premier achat de manière sécurisée, Morgane. Oui. Alors la première chose, c'est évidemment de trouver une plateforme d'achat. Donc c'est ce qu'on appelle un centralized exchange, un CEX. Vous en avez beaucoup. De nouveau, il y a les frais, par exemple, que la plateforme va appliquer, surtout qu'elle soit PSAN pour les Français. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été autorisée par les marchés financiers, l'autorité, l'AMF, à pouvoir vous offrir les services qu'elle a envie de vous offrir. Donc, une fois que vous avez trouvé votre plateforme, moi, ce que je recommande avant d'investir le moindre euro dans cet écosystème, c'est premièrement un tableau Excel. Vous allez faire un tableau Excel pour pouvoir avoir une traçabilité, en fait, de tout ce que vous allez faire. Et si vous le faites dès le départ, ça va vraiment vous faciliter la vie pour la déclaration d'impôt et puis pour la suite de votre aventure dans cet écosystème. Donc, un tableau Excel. Alors, vous allez ouvrir votre plateforme. Je recommande aussi un email dédié pour les cryptos. Je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois dans cette émission. On me demande souvent quelle adresse de messagerie. Alors, peu importe, mais par exemple Proton, qui est très sécurisé. Ensuite, vous allez faire votre 2FA. Vous allez activer votre double authentification. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez pas avoir une confirmation par SMS, parce que la plupart des débutants, ils gardent le mot de passe qu'il faut rentrer, évidemment, et ensuite, ils ont un petit SMS. C'est pas très sécurisé. On va plutôt, par exemple, télécharger un Google Authentificator. Un Google Authentificator, il va créer un mot de passe toutes les 20 secondes, aléatoire, ce qui vous protège encore plus, forcément. À partir du moment où vous avez fait votre KYC, donc c'est-à-dire Know Your Customer, donc vous allez prouver votre identité avec un passeport, avec une carte d'identité. Parfois, il faut faire un petit selfie aussi avec la caméra pour prouver qui vous êtes. Une fois que vous avez tout ça, honnêtement, c'est pas très compliqué. Vous déposez vos euros sur la plateforme et vous allez échanger vos euros pour une crypto. Là où le bas blesse la plupart du temps pour les gens que je rencontre, malheureusement, c'est la banque. La banque refuse parfois que les gens transfèrent des euros sur les plateformes. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu complexe. Alors moi, ce que je recommande, c'est de trouver la plateforme que la banque va accepter. Et des fois, avec des personnes que j'accompagne, on fait 2-3 plateformes, mais on y arrive toujours, donc ne perdez pas espoir. Oui, c'est marrant que les banques en soient encore à refuser ça. C'est un peu, ça montre un petit peu tout l'intérêt d'avoir créé ce système parallèle des crypto-monnaies. Chris nous demande, n'est-il pas préférable d'adosser un financement prêt en euros, non pas sur des cryptos, mais plutôt sur un stablecoin ? Oui, alors ça va vraiment dépendre du critère majoritaire, le plus important pour notre auditeur Chris. Est-ce que c'est la volatilité ? Dans ce cas-là, oui, les stablecoins, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que je rappelle, qu'est-ce que c'est un stablecoin ? C'est une crypto qui a vocation, qui a pour mission de rester la plus stable possible. Et je rappelle que c'est un privilège. Les stablecoins n'existaient pas en 2009-2010. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'ils existent. Par contre, est-ce que c'est le moyen le plus safe ?
Et là, la réponse, elle est nuancée. Parce que qui va émettre ces stablecoins? Ce sont des sociétés privées. Le plus connu, c'est l'USDT, qui est émis par Tether. Le second, c'est l'USDC, qui est émis par Circle, avec Coinbase derrière. Donc, vous dépendez finalement quand même toujours d'une entreprise qui émet ces stablecoins. C'est là où il faut quand même nuancer. Mais par contre, si on veut un autre actif, parce que la question, c'était soit des stablecoins, soit des cryptos. Oui. Alors les cryptos, elles sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus jeunes. Effectivement, pas la meilleure idée, mais peut-être que Bitcoin reste quand même une option. Bitcoin, il n'a aucune chance de faire faillite. Alors oui, il est volatile, mais il est de moins en moins volatile. Et puis, en plus, c'est un actif qui est sain. Donc, peut-être que Bitcoin peut être une option aussi. Vincent nous demande, est-il possible de faire un ordre limite sans passer par un centralized exchange et quelle est la différence entre un ordre au marché et un ordre limite? Tout à fait. Alors, je vais commencer par expliquer les deux ordres et ensuite, où est-ce qu'on peut les faire? Parce que c'est vrai que les deux questions sont très liées. Alors, un ordre au marché, c'est un ordre que je vais passer immédiatement. J'ai envie d'acheter du Bitcoin, je vois le prix actuel, je vais l'acheter directement. Ce qui est intéressant, c'est que je sais le prix auquel je l'achète, mais surtout, il y a une instantanéité de mon achat. Alors qu'un ordre limite, et c'est la magie quand même de l'ordre limite, c'est qu'en fait, je vais déterminer un prix. Si ce qui est important pour moi, c'est un prix particulier, je vais utiliser l'ordre limite, puisqu'en fait, je peux acheter par exemple, le Bitcoin, s'il est un petit peu plus bas. Et à l'inverse, si je veux convertir en stablecoin, stabilisé, je peux le faire vers le haut aussi. Mais c'est fait de manière automatisée. Le petit souci avec les ordres limites, même si moi je les apprécie énormément, c'est que je vais devoir envoyer mes cryptos sur une plateforme centralisée, donc un centralized exchange, et que mon ordre, il peut passer dans l'heure, dans la journée, mais peut-être qu'il va falloir attendre une semaine ou un an. On ne sait jamais quand l'actif va aller chercher. C'est l'idée d'ailleurs. C'est l'idée exactement. Mais du coup, mes cryptos, elles restent sur une plateforme en attendant. Donc de nouveau, je dépends d'une plateforme centralisée. C'est la seule chose qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que les deux ordres existent et ça peut être très intéressant de mixer les deux. J'achète par exemple tout de suite et en même temps, j'utilise l'effet des ordres limites qui sont automatisés. Alors ça, c'est pour la description des deux. Historiquement, et ça c'est intéressant, quand on voulait passer des ordres limites, on devait, par exemple, si vous voulez être souverain du début à la fin de vos actifs, vous avez vos actifs dans votre portefeuille, puisque c'est ça l'idée. Idéalement, un cold storage, par exemple, un portefeuille froid de type Ledger. Eh bien, je devais envoyer mes cryptos ou les personnes sur une plateforme, donc c'est-à-dire faire une transaction, attendre que mon ordre limite passe, espérer en tout cas qu'il passe, et puis ensuite rapatrier mes fonds. Et bien maintenant, depuis, je dirais 1 an, j'ai remarqué que dans le monde de la décentralisation, il y a une innovation et on peut faire maintenant des ordres limites directement sur ce qu'on appelle des decentralized exchanges, donc la version décentralisée en fait des plateformes d'achat. Oui. Le plus connu, c'est Uniswap sur la blockchain d'Ethereum et maintenant on peut faire des ordres limites en étant propriétaire du début à la fin de nos actifs. On va connecter notre wallet à Uniswap et on va mettre un ordre limite sur certains actifs. Donc ça, c'est fascinant. Et même sur la blockchain de Solana, c'est possible aussi. Et là, c'est une plateforme que j'apprécie aussi qui s'appelle Jupiter, qui permet de faire des ordres limites, cette fois-ci dans l'écosystème de Solana. Donc c'est tout à fait possible. Oui, intéressant, effectivement. On va terminer cette émission avec une petite histoire, une petite anecdote avec cette question. Est-il vrai qu'un contenu écrit est inséré dans le premier bloc de Bitcoin ? Tout à fait. Alors non seulement c'est vrai, mais je trouve ça très intéressant quand on plonge en fait dans la connaissance de Bitcoin, de voir cette anecdote. Alors je vais l'expliquer déjà pourquoi. Est-ce que Satoshi Nakamoto, qui est le créateur de Bitcoin, est-ce que c'est un homme, une femme, un groupe de personnes? Nous ne savons pas. Mais ce que l'on sait, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est lui qui a lancé le protocole le 3 janvier 2009. En fait, il a créé ce qu'on appelle le tout premier bloc de n'importe quelle blockchain. Ça s'appelle un bloc Genesis. Bloc 0 ou bloc Genesis. Et bien, dans ce fameux premier bloc qui a été créé et donc miné par Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009, il a inséré un petit message qui est très, très parlant et il l'a inséré dans un endroit qui est aussi très stratégique. Je vais expliquer. En fait, dans un bloc, ce qu'on retrouve, c'est des transactions. Donc, on s'envoie de l'argent et toutes nos transactions sur Bitcoin se retrouvent dans les blocs. Eh bien, la toute première transaction qu'on va retrouver dans tous les blocs, elle s'appelle la Coinbase Transaction. À ne pas confondre avec l'exchange qui s'appelle Coinbase. En fait, Coinbase s'est inspiré de la Coinbase Transaction pour donner le nom à leur société. Eh bien, cette fameuse Coinbase Transaction, à quoi elle sert? Elle sert non seulement à récompenser les mineurs, parce qu'en fait, elle va expliquer quel est le montant de Bitcoin qui va être gagné par le mineur, mais elle permet aussi de faire passer des messages. Et Satoshi Nakamoto a décidé, dans la création de Bitcoin, de lui donner une date certaine en insérant un article de presse qui est en fait le New York Times du jour, donc du 3 janvier 2009, pour donner une date certaine déjà à la création de Bitcoin, mais aussi pour faire passer un message. Et ce message, il est quand même assez clair. Alors,
La traduction de l'article, c'était « Le chancelier est à l'aube d'un second plan de sauvetage des banques ». Pourquoi ? Satoshi Nakamoto a créé un protocole qui allait en fait offrir une liberté aux individus, qui n'allait plus dépendre des États, qui n'allait plus dépendre des banques. Et c'est ça où on voit l'intention qui a été mise par Satoshi Nakamoto dans la création de Bitcoin, de ce beau protocole qui existe toujours 16 ans plus tard. C'est vraiment une volonté en fait de rendre les individus plus souverains. Et il a choisi cet article de presse pour lui donner une date certaine, mais aussi pour faire passer un message politique et aussi au niveau de son intention en créant le Bitcoin. Et donc, je trouvais ça intéressant aussi d'en parler parce que ça nous donne un petit peu l'idée principale de Satoshi Nakamoto. Ça redonne exactement ce pourquoi ça a été créé en effet, même si aujourd'hui, 16 ans plus tard, comme vous l'avez dit, il y a encore des résistances. Oui. Mais on est là pour vous informer, vous expliquer ce monde particulier et on est ravis de le faire. Merci beaucoup Morgane Nlandu d'être venue dans cette émission Questions-Réponses, fondatrice de Crypto 360, émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.